Nous avons besoin du Groenland du point de vue de la sécurité nationale. Emmanuel said to me, Donald, you have a deal. I would love to increase my prescription drug prices by whatever you want, Donald, please. Les faiblesses répétées, les séductions qui ne débouchent pas, ce sont des étapes qui conduisent peu à peu le maître de la Maison-Blanche à considérer que les Européens constituent une cible facile. Et c'est ça qui m'inquiète. Finalement, il a osé. Le président américain Donald Trump a mis ses menaces à exécution et a ordonné à son armée l'enlèvement de Nicolás Maduro, le président du Venezuela. Une opération qui a eu lieu le vendredi 2 janvier dernier et qui a entraîné la mort de plus de 30 Cubains qui assuraient la sécurité du successeur d'Hugo Chavez. Une opération qui oscille entre un James Bond et un film de guerre façon Sylvester Stallone. Vendredi soir, 22h46, la météo est favorable. Donald Trump donne son feu vert. 150 hélicoptères, drones, bombardiers ont décollé de 20 bases américaines. À 2h01, des hélicoptères s'approchent de la résidence de Nicolás Maduro. Sa sécurité riposte. Un appareil est touché. L'unité d'élite Delta Force fait sauter la porte d'entrée. 5 minutes plus tard, Nicolás Maduro et sa femme sont capturés sans opposer de résistance. Alors, pendant des semaines, Washington en a fait des tonnes sur Nicolás Maduro, dangereux trafiquant de cocaïne. Et du coup, le dit Maduro a été capturé et présenté de manière pour le moins humiliante à la justice états-unienne. Et voilà, l'acte d'accusation de la justice américaine a omis de présenter le président vénézuélien comme le chef du fameux cartel de Los Soles, qui de toute façon n'avait jamais été pris au sérieux par les experts. Désormais, Donald Trump parle pétrole et parle comme si le pétrole vénézuélien, nationalisé en 1976 après avoir été exploité par les entreprises états-uniennes, appartenait en réalité à son pays. President Trump is deadly serious about getting back the oil that was stolen from us. We're going to take back the oil that, frankly, we should have taken back a long time ago. A lot of money is coming out of the ground. We're going to get reimbursed for all of that. We're going to get reimbursed for everything that we spend. We're going to have our United States oil companies go in, spend billions of dollars, and start making money for the country. On va dire que Donald Trump nous épargne désormais les justifications du type guerre pour la démocratie. D'ailleurs, il a brisé les espoirs des opposants vénézuéliens de l'intérieur ou en exil qui s'attendaient à être portés au pouvoir par le César des Amériques. Trump a choisi de garder aux affaires Delcy Rodriguez, la vice-présidente de Maduro, et de la contraindre à faire ce qu'il veut au risque de l'asphyxie économique. Car le locataire de la Maison-Blanche est pressé. Après le Venezuela, il menace désormais le président colombien. Il fabrique de la cocaïne et l'envoie aux États-Unis, donc il devrait faire attention à ses fesses. Il menace Cuba et l'Iran. Cuba est prêt à tomber. Nous regardons cela de très près. Si l'Iran commence à tuer des gens comme ils l'ont fait dans le passé, je pense qu'ils seront frappés très durement par les États-Unis. Mais il ne s'arrête pas en si bon chemin et lorgne le Groenland, un territoire situé dans l'Arctique et qui appartient au Danemark, pays membre de l'Union européenne et de l'OTAN. Nous avons besoin du Groenland du point de vue de la sécurité nationale. Et le Danemark ne sera pas en mesure de s'en occuper. Peut-on dire que quelque chose a changé dans la pratique des relations internationales, que le shérif du monde, qui a toujours été un peu ripou, s'assume désormais en roi des voleurs? Qu'est-ce qui distingue Trump au Venezuela de Bush en Irak ou de Poutine en Ukraine? Allons-nous vers un impérialisme tous azimuts ou un partage du monde qui ne dit pas son nom entre Washington, Pékin, Moscou et d'autres peut-être? Que peut faire une Europe qui s'accroche à un Occident qui n'existe plus dans l'esprit du président américain? Ces questions et d'autres encore, je vais les poser à Bertrand Badi, professeur émérite à Sciences Po, politiste et auteur de nombreux livres, dont L'art de la paix, paru chez Flammarion, ou ce tout nouveau livre, Par-delà la puissance et la guerre, paru chez Odile Jacob. C'est l'heure de mondialité sur Off Investigation. Alors, bonjour Bertrand. J'inaugure ton nouveau livre qui sort
tout juste de l'imprimerie, Par-delà la puissance et la guerre, la mystérieuse énergie sociale, paru aux éditions Odile Jacob. On en reparlera parce que je viens juste de le voir, j'ai pas encore eu le temps de le lire. On va en parler après, mais il y a 3 semaines, lors de notre dernière conversation, nous entrevoyions les guerres pour le pétrole de Donald Trump et nous citions le Venezuela. Mais personnellement, j'ai quand même été sidéré quand j'ai vu de mes yeux ce que le président américain a osé. Et toi? Moi aussi, j'étais sidéré parce qu'il y avait plusieurs scénarios. On en avait parlé effectivement ensemble dans notre précédente conversation. Je savais que le Venezuela était une cible et on en a pas mal discuté. Je savais que le régime de Maduro allait subir des coups. Mais là, manifestement, et c'est un début de dévoilement de l'énigme, Trump a choisi le scénario le plus spectaculaire. Il ne faut pas faire abstraction de cette nature très spectaculaire, aller dans un palais présidentiel, jusque dans la chambre à coucher du couple présidentiel, les arracher à leur nuit et les emmener sur un bâtiment américain qui les a ensuite conduits vers New York. C'est Hollywood. Voilà, on pourrait dire Hollywood, on pourrait dire James Bond, OSS. C'est un film que si nous l'avions vu, on aurait dit bah c'est peut-être pas mal comme réalisation, mais c'est pas très réaliste. C'était certainement pas la voie la plus pertinente, la plus efficace et la moins coûteuse pour arriver à ce type de but. Donc, je pense qu'il y a dans cette mise en scène un message subliminal. Et le message en question, c'est de dire nous pouvons tout faire. Nous pouvons tout faire. C'est en quelque sorte la victoire de la puissance pour la puissance. On en avait déjà parlé ensemble. C'est la puissance autofinalisée. Ce qui compte, c'est de montrer qu'on est au centre du monde et que rien ne nous échappe, que rien ne nous est impossible. C'est ça le message qui est lancé. C'est risqué. C'est risqué parce que des siècles et des siècles d'histoire ont montré que la réussite est davantage liée à la ruse qu'au coup de poing spectaculaire. Je regardais hier soir un film de Jean-Paul Belmondo, je pensais tout le temps à Trump, c'est-à-dire ce besoin de cogner. Je regardais aussi il y a quelque temps les Tontons Flingueurs pour d'autres raisons, ça m'inspirait de la même façon. Mais cette façon qui vient défier Machiavel en quelque sorte, de dire la force est plus efficace que la ruse et que plus la force s'affiche dans sa totalité, je dirais, dans ses aspects même les plus caricaturaux, c'est bon à prendre. Je ne suis pas sûr que ce soit bon à prendre. Alors, Enfin. beaucoup d'observateurs ont estimé que c'était là un précédent. Mais est-ce que ce n'est pas plutôt, quand on y regarde de près, une permanence états-unienne? Je pense à l'invasion du Panama en 1989 et à l'arrestation du général Noriega en 1990, début 90, ou même à l'enlèvement du président haïtien Jean-Bertrand Aristide en 2004 dans une opération de l'armée américaine, d'ailleurs montée, on l'oublie souvent, avec la France, et Dominique de Villepin d'ailleurs n'était pas très loin de tout cela. Alors est-ce que c'est business as usual ou c'est un nouveau tournant, cette capture de Maduro? Non, il y a une tradition d'intervention dans la politique états-unienne. Ce n'est pas le seul pays, mais on a l'impression que l'histoire des États-Unis, en tous les cas à partir de la fin du 19e siècle, lorsque les États-Unis se sont peu à peu mondialisés, lorsque les États-Unis sont entrés dans le système international, ils l'ont toujours fait sur le mode de l'intervention. C'était la doctrine de deux présidents de la fin du 19e siècle, McKinley et Theodore Roosevelt, auquel d'ailleurs Trump se réfère assez largement. Et ça a pris une tournure, je dirais presque rituelle, avec la guerre froide.
C'est très intéressant. Et d'ailleurs, un terme a été inventé qui est celui de guerre d'intervention. Qu'est-ce que c'est que la guerre d'intervention? Ce n'est plus la guerre de confrontation. On distingue la guerre d'intervention de la guerre de confrontation. La guerre de confrontation, c'est puissance contre puissance. La guerre d'intervention, c'est pour éviter d'affronter directement la puissance qui vous fait face, on va intervenir chez le faible de manière à gagner des avantages nouveaux. Et c'est ainsi qu'est apparue la guerre du Vietnam, c'est ainsi que se sont succédées toutes ces guerres d'intervention qu'on connaît bien, l'Irak, l'Afghanistan, les Balkans aussi d'une certaine façon, la Somalie, et on pourrait ainsi multiplier. Donc, rien de nouveau sur le soleil quant au principe même de la guerre d'intervention. C'est le prolongement. Ce qui est en revanche nouveau, c'est que les guerres d'intervention, elles ont connu deux étapes successives. La première étape, c'était les guerres d'intervention dites guerres de périphérie dans le système bipolaire. C'est-à-dire, on allait frapper au Vietnam, ou auparavant même en Corée, pour affaiblir l'adversaire que l'on ne pouvait ni ne voulait réellement combattre. C'est-à-dire, pour combattre l'URSS, on allait sur le champ vietnamien. Ça a été une première époque. La deuxième époque, c'était la guerre d'intervention finalisée. C'est l'ambiance néoconservatrice, c'est le regime change. On va faire la guerre dans des sociétés dites périphériques parce que on va ainsi diffuser les grandes valeurs libérales, démocratiques. C'était souvent des prétextes, ne nous y trompons pas. Mais enfin, c'était une idéologie solide qui leur servait de fondement. Là, il n'est plus question de tout cela. Ce qui est tout à fait nouveau, alors, dans cette opération au Venezuela, c'est son caractère définalisé. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de construire la démocratie au Venezuela. Trump n'y a fait pratiquement aucune allusion. Il ne s'agit pas même de combattre le socialisme et le communisme. C'est-à-dire, la nature même du régime chaviste n'a été pratiquement pas épinglée par les responsables états-uniens. Il s'agit de montrer qu'on ne nous résiste pas, que le Venezuela était un lieu de résistance à la domination et à l'hégémonie américaine. Donc, il s'agit de restaurer la puissance, de restaurer la force des États-Unis et de montrer au monde que cette force, elle est véritablement invincible. Alors, au Venezuela, Bertrand, Donald Trump, tu le dis, n'a pas opté pour le regime change, alors même que la France faisait déjà du plaidoyer pour l'ancien candidat à la présidentielle, Edmundo González Urrutia. Il a gardé, si on peut dire, la vice-présidente Delcy Rodriguez et préfère se livrer à un jeu de chantage et de menaces pour l'obliger à se soumettre. Pourquoi ce choix ? Eh bien justement, ça prolonge ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que, rappelle-toi l'intervention de 2003 en Irak. On a tout de suite tenté de susciter des personnalités irakiennes favorables à l'implantation du modèle libéral et démocratique. C'était par exemple le profil de Chalabi, je ne sais pas si tu te souviens, ce dirigeant de l'opposition au régime bassiste, au régime de Saddam Hussein, et qui a été promu véritablement pour incarner ce regime change, changement de régime. Là, il n'y a pas de changement de régime. On va chercher une vice-présidente dont les experts disent de manière très claire que c'est une chaviste convaincue, elle est même plus chaviste que ne l'était Maduro lui-même, que deuxièmement, face à Maduro, elle incarnait plutôt une tendance radicale, donc on est à l'envers du régime change. Et effectivement, on est plutôt dans un scénario d'humiliation. C'est-à-dire, vous êtes une chaviste convaincue
eh bien, on va vous obliger à nous suivre, puisque Trump a même pratiquement dit que c'est les États-Unis qui allaient gouverner à travers elle. Ce qui, quand même, est assez étonnant, et alors d'autant plus étonnant qu'il y avait deux autres candidats possibles à l'exercice du pouvoir dans ce Venezuela post-maduriste. Il y avait d'une part la fameuse prix Nobel de la paix, Corina Machado, qui aurait pu effectivement incarner ce changement, cette alternance, et le candidat qui avait été, dit-on, élu lors des dernières présidentielles et qui a été chassé du pouvoir par Maduro et qui a été complètement laissé de côté, que d'ailleurs, par parenthèse, Macron a présenté comme étant le président qui est réellement et légitimement élu par le peuple vénézuélien. Donc, ce cas de figure tout à fait exceptionnel, hein, je ne connais pas dans l'histoire de modèle de ce genre, d'une intervention qui met sur le trône l'adjoint, le vice-président de celui qui est déchu. C'est une manière de montrer que le problème n'est pas un problème institutionnel de philosophie politique, c'est un problème de rapport de force. Ou alors c'est une forme de faiblesse. On peut peut-être imaginer que la Chine ou d'autres puissances ont expliqué à Trump qu'il ne fallait pas qu'il aille trop loin en procédant à un coup d'État. On ne peut même pas dire qu'il s'agit d'un coup d'État, c'est un demi-coup d'État. Les institutions demeurent. Alors, en fait, c'est très compliqué parce que les concepts que nous forgeons et que nous utilisons renvoient à d'autres histoires. Là, on est tout à fait dans l'inédit. Je ne me précipiterai pas pour employer des termes consacrés afin de définir cette situation. Je pense que c'est l'acte qui est essentiel. L'acte, c'est moi, président des États-Unis, j'ai pu aller chercher un dirigeant, un autocrate qui ne me plaît pas jusque dans son lit pour le propulser dans le bureau d'un juge d'instruction new-yorkais. C'est ça. Alors à partir de cela, on voit premièrement qu'il n'y a pas de visée en matière institutionnelle, en matière de régime, qu'il n'y a pas une pensée ou une philosophie politique, et c'est en cela que le Trumpisme n'est pas un néoconservatisme, mais qu'il y a une philosophie du rapport de force qui consiste à dire, mais quelle que soit la personne qui sera sur le siège présidentiel, c'est moi qui continuerai à faire tourner le Venezuela. Nous tournons le 7 janvier dans l'après-midi, sachant que l'actualité va vite. Peut-être que Donald Trump aura changé d'avis sur Delcy Rodriguez entre-temps, mais en tout cas, au moment où nous tournons, elle est toujours au pouvoir et il veut la soumettre par différentes formes de pression. Alors, Bertrand, de manière assez intéressante, les réactions à l'enlèvement de Maduro ont été en noir et blanc, certes pour certains, la Chine, la Russie, le Brésil, un certain nombre de pays d'Amérique latine, l'Afrique du Sud aussi, mais avec beaucoup de nuances de gris, surtout en Europe. Qu'est-ce que cela nous dit? Alors, moi, ma typologie serait un petit peu différente, parce qu'il y a eu des réactions de condamnation claires et nettes de la part du Brésil, de la part de la Colombie aussi, et de la part de ceux qui, dans le Sud global, incarnent ce que j'appellerais cet esprit de Bandung, c'est-à-dire cette volonté de résistance aux puissances institutionnalisées. Tu donnais l'exemple de l'Afrique du Sud, c'est effectivement tout à fait dans ce ton. C'est différent de la réaction de la Chine et de la Russie. Et on n'a pas été assez attentif à cela. C'est-à-dire que la Chine a réagi selon ses principes, c'est-à-dire lorsqu'on est en situation de crise, l'essentiel n'est pas de rajouter du vinaigre sur la plaie, c'est de voir venir et de ne pas heurter par une réaction brutale les fondamentaux de la mondialisation. C'est exactement la même chose sur l'Ukraine. Faire le dos rond en
priant pour que les fondamentaux de la mondialisation qui profitent énormément à la Chine ne soient pas remis en cause. Je pense que le cauchemar de Xi Jinping, c'est d'abord un chaos international, qu'il s'agisse d'un chaos économique, mais aussi d'un chaos politique. Ça, c'est tout à fait conforme à cette philosophie confucéenne de l'harmonie productrice, en quelque sorte. La Russie, c'est un troisième type de réaction, qui est une réaction, moi, que je dirais connivente. D'abord, on a été surpris du ton très mesuré et très effacé de la Russie dans cette affaire. Poutine ne s'est pas exprimé, Lavrov non plus. Il y a eu des communiqués qui rappelaient les principes fondamentaux, la langue de bois automatique en matière de relations internationales. Mais il y a un certain nombre de choses qui me troublent. La première, c'est que les services de renseignement russes étaient tout à fait en mesure de savoir que quelque chose était imminent et ces services pouvaient 2 heures, 3 heures auparavant envoyer un message à Maduro lui suggérant d'aller se réfugier dans son bunker, ce qu'il n'a pas eu le temps de faire. Bon, ça n'a pas été fait, c'est quand même assez étrange. Je ne veux pas croire que les services de renseignement russes, qui sont assez musclés dans les Caraïbes, ne serait-ce que par la proximité de Cuba, n'aient pas eu vent de quelque chose qui relevait du danger imminent. Deuxièmement, tout le monde a pensé que l'opération militaire spéciale de Trump au Venezuela ressemblait comme un jumeau à l'opération militaire spéciale de Poutine en Ukraine. 2 États voisins, 2 hégémonies défiées, 2 volontés parfaitement symétriques de montrer la puissance et de montrer la capacité d'imposer un ordre dans un environnement proche. Donc, tout ceci, qui a faussement d'ailleurs réintroduit cette notion pernicieuse de zone d'influence, a conduit à penser que derrière cette retenue russe, ça ne ressemble pas d'ailleurs à la Russie poutinienne de se retenir, signifiait véritablement « je te laisse faire en Venezuela et tu me laisses faire en Ukraine ». Et cela m'amène à la dernière réaction, qui a été la réaction pusillanime, c'est-à-dire celle des Européens. Alors, il y a eu quelques exceptions. Dans un premier temps, Keir Starmer, par exemple, le Premier ministre britannique, a eu une réaction qui mettait en avant le droit international et le refus de la Grande-Bretagne de s'associer à cette action. Il y a eu aussi le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, qui a joué une partition un peu semblable, mais prudente, puisqu'il s'affichait comme médiateur. Et puis, il y a eu tous les autres. Et alors, en France, c'était particulièrement spectaculaire, parce qu'il y a eu une réaction assez nette et claire du Quai d'Orsay. Alors, c'est bizarre, déjà, que le Quai d'Orsay s'exprime avant l'Élysée. C'est un inédit dans la chronique institutionnelle française, le Quai d'Orsay défendait une ligne qui était une ligne assez conforme au rappel des règles du droit international, et qu'ensuite, et très tardivement, Emmanuel Macron ait une réaction extrêmement étrange, où il n'est pas du tout question du droit international, et simplement de la dictature qui ainsi avait chuté, ce qui n'est pas tout à fait exact, donc au Venezuela. Et en fait, on s'est aperçu que c'est Macron qui représentait la majorité des voix européennes. Alors, si on exclut les poutino-trumpiens, style Orban, par exemple, ou Fico, le Slovaque, les ou l'Italie. Autres... Pardon ? L'Italie. Alors, oui, l'Italie est quand même un petit peu différente, mais effectivement, l'Italie a approuvé. L'Allemagne, Friedrich Merz a dit des choses qui étaient à peu près équivalentes de ce qu'a dit Emmanuel Macron. De ce point de vue-là, ils étaient alignés. Et tout ceci s'inscrit dans une ligne, moi, qui personnellement m'inquiète beaucoup, parce que ça prolonge la pusillanimité de la réaction lorsque Thierry Breton a été sanctionné et le défaut de réaction que cela a provoqué.
Et puis, on pourrait remonter dans le temps et parler de la guerre commerciale et tarifaire où, effectivement, l'Europe a eu un ton extrêmement modéré. Tout ça m'inquiète parce que le principe trumpien, c'est il faut agir là où on ne risque rien. Et effectivement, plus la tonalité de la voix européenne est faible, plus la conviction est grande chez Trump que l'on peut y aller, que l'on peut véritablement jouer du muscle, et peut-être que dans la faiblesse et la pusillanimité de la réaction européenne, on trouve le début d'une crise au Groenland. Justement, Donald Trump a fait une forme de liste de courses des pays qu'il pourrait cibler comme devant entrer dans son panier, et parmi eux Cuba et la Colombie naturellement, mais aussi le Groenland, c'est-à-dire le Danemark, c'est-à-dire l'Europe, c'est-à-dire l'OTAN. Et peut-être que c'est cela qui a fait que le rappel à l'ordre, entre guillemets, d'Emmanuel Macron, même par sa propre diplomatie, a eu lieu, parce que demain, il est impossible que l'Europe salue ou bien ne condamne pas une éventuelle aventure au Groenland. Alors, il y a aussi l'Iran. Il y a aussi l'Iran, et de façon explicite, Trump a dit que s'ils ne se tiennent pas bien, on fera quelque chose de comparable en Iran. Ce qui, par parenthèse, montre que ça n'a rien à voir avec la théorie des zones d'influence. L'Iran n'est pas dans la zone d'influence. Le Nigeria, qui a été attaqué il y a 3 semaines... Le Nigeria a accepté de se soumettre, et du coup, Trump, il a bombardé, soi-disant, les terroristes qui menaçaient les chrétiens avec l'aval forcé du président nigérian. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quelle que soit la position du gouvernement nigérian, le Nigeria ne fait pas partie de la zone d'influence des États-Unis. Je dis ça pour montrer que les cibles trumpiennes ne sont pas toutes installées dans une zone d'influence. Et que cette façon dont on utilise à tort et à travers cette notion de zone d'influence est pernicieuse, parce qu'on voit bien que ce n'est pas cela qui anime le personnage. Alors maintenant, tu as raison de poser la question des conséquences sur les autres. Est-ce qu'un continuum va s'installer ? Évidemment, quand on voit l'audace, le culot, pour ne pas employer de termes encore plus triviaux, de cette opération, on se dit que désormais tout est possible. Il y a des gens, comme dirait Michel Audiard, qui osent tout. Maintenant, il faut voir que Cuba, d'abord, est une cible beaucoup plus difficile que ne l'est le Venezuela. Ah bon ? Ah bah oui. D'abord, Cuba, ça fait plus de 60 ans que ce pays se sent menacé par les États-Unis, a appris à se protéger. L'armée cubaine, on l'a vu à l'action, ça n'a rien à voir avec l'armée vénézuélienne. La capacité de se défendre est infiniment plus grande, et la portée symbolique d'une action sur Cuba est incroyablement plus importante que la portée symbolique d'une attaque sur le Venezuela. Si véritablement la Russie et la Chine laissent faire Trump dans une opération militaire spéciale contre Cuba, ça veut dire que la Chine et la Russie sont définitivement rayées des cadres des puissances, ce qui n'est pas tout à fait le cas en ce qui concerne le Venezuela. Si on continue maintenant dans cette gradation, une intervention en Iran aurait inévitablement des effets d'irradiation sur l'ensemble de la région du Moyen-Orient qui n'a pas son pareil dans le cas de l'attaque sur le Venezuela. Et alors, pour en arriver au Groenland, la grande question, c'est comment le président des États-Unis peut s'emparer du Groenland. Alors, il y a la voie économique, acheter, allonger
les dollars. Il y a la voie institutionnelle, c'est-à-dire fabriquer une consultation. Il y a la voie diplomatique, c'est-à-dire obtenir un accord ou un compromis avec le Danemark en particulier, et puis avec surtout l'appareil institutionnel groenlandais. Et puis il y a la voie militaire. Mais est-ce qu'on imagine ce que serait une action militaire, donc une action de violence, donc une action destructrice et meurtrière contre un allié? Je veux dire, les historiens des relations internationales en perdraient leur latin. On ne connaît pas d'équivalent dans l'histoire. Alors, il y a longtemps qu'on ne se fait plus d'illusions. En tout cas, moi, je ne me fais pas d'illusions. Les États-Unis trumpiens ont rompu avec l'idée d'alliance et avec l'engagement d'alliance et avec le principe de fidélité, considérant que l'aubaine est bien plus lucrative que la fidélité. Bon, ça, c'est certain. Il y a longtemps que Trump ne croit plus en l'OTAN, mais d'un certain point de vue, ses prédécesseurs, de manière beaucoup plus aimable et beaucoup plus polie, disaient un peu la même chose. Il y avait chez Obama une réticence à l'égard même de ce que pouvait incarner l'Alliance Atlantique. Mais là, ce serait de la part de la puissance, la superpuissance qui était la clé de voûte du système otanien, une façon de briser son enfant qui inévitablement aurait des effets de retour sur sa propre crédibilité, sur sa propre image. C'est-à-dire, à ce moment-là, on ne montre pas seulement sa force et sa puissance, on ne montre pas seulement son égocentrisme, le America First, mais on montre que l'on n'est en rien crédible. Et ça, c'est peut-être un pas difficile à franchir, mais je n'exclus pas que ça se produise. Aujourd'hui, on ne peut plus rien exclure. Alors, on observe quelque chose, Bertrand, d'assez fascinant. Macron court derrière Trump, qui ne rate pas une occasion de le mépriser, comme ce 6 janvier, où il a expliqué devant les élus républicains comment il a tordu le bras de son homologue sur la question de l'harmonisation internationale du prix des médicaments. En gros, il aurait obligé Macron à augmenter les prix des médicaments en France. Okay, here's the story, Manuel. If on Monday you haven't agreed to every single thing that we want, and putting a 25% tariff on everything coming out of France, including your wines, your champagnes, and everything else. No, 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 you cannot do that. I said, I can do that, and I will do that. Even for national security, I'll do that, but this is for medical security, and 100%. Now, let me explain. The tariff I'm imposing on you is 42 times more expensive than what I'm asking for you in return. So you can either have a 25% tariff added on to you, like I did with China on fentanyl. I put a 20% penalty tax on China, and it's drying up because the tax is far more than they make with fentanyl. But with the other nations, I said, you're going to do it. And you know what he said? You can't do that to me. I said, yes, I can. Emmanuel said to me, Donald, you have a deal. I would love to increase my prescription drug prices by 200% or whatever. I would love to do it. It'd be such an honor. Whatever you want, Donald, please. Don't tell the population. Please, Donald, I beg you. Alors, Bertrand, pourquoi se faire autant de mal à glorifier un chef d'État qui vous méprise et qui méprise votre pays? Que se passe-t-il dans la tête d'Emmanuel Macron et d'autres dirigeants européens d'ailleurs? Ça, on l'a vu et on l'a compris dès les premières semaines de sa présidence. Il ne faut quand même pas oublier que l'un des premiers actes d'Emmanuel Macron a été de recevoir en grande pompe et en visite officielle Donald Trump au 14 juillet 2017. C'est à ce moment-là que l'homme a été émerveillé par la parade du 14 juillet. Et ça a continué alors que l'autre répondait de manière méprisante. Tout le monde a en tête le voyage de retour, c'est-à-dire lorsque Emmanuel Macron est allé en visite officielle aux États-Unis et que son homologue états-unien
l'a, de façon très méprisante, a épousseté son veston, ce qui était un geste qui ne trompait pas. Et puis, il y a eu tout un tas de petites phrases qui ont montré que non seulement l'œuvre de séduction ne fonctionnait pas, Macron est un séducteur, et il croit en la capacité, au pouvoir de sa séduction pour faire changer son partenaire. Non seulement ça ne fonctionnait pas, mais ça avait l'effet exactement contraire. C'est-à-dire dans la mentalité trumpienne, qui est d'ailleurs très présente dans la nomenclature de la psychologie, cet homme va attaquer d'autant plus qu'il sent que son vis-à-vis est en position de faiblesse. Et les faiblesses répétées, les séductions qui ne débouchent pas, tout ça, ce sont des éléments, ce sont des étapes qui conduisent peu à peu le maître de la Maison-Blanche à considérer que les Européens constituent une cible facile. Et c'est ça qui m'inquiète. C'est-à-dire que... Finalement, Bertrand, excuse-moi de te couper, mais c'est méprisant et demi. C'est-à-dire que Trump traite Macron comme il a traité par le passé ses homologues africains, même des Français, à qui il a parlé de manière très, très méprisante. On l'a même appelé le méprisant de la République. Oui, non, mais tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en face, il y a un personnage qui est assez inédit dans l'histoire post-1945. On peut exclure peut-être la personnalité de Staline, mais qui appartient plutôt à l'ancien monde. Mais à mesure que s'est constitué ce monde post-Seconde Guerre mondiale, on a vu que le monde tournait autour, d'une part, de l'idée d'équilibre de puissance et de rapport de force, et d'autre part, autour de l'idée de reconnaissance. C'était les deux éléments qui permettaient de réguler le système international, équilibre de puissance et reconnaissance de l'autre. Avec Trump, on n'est pas du tout dans ce système-là. Il n'y a pas d'équilibre de puissance, il y a un centre du monde. Et c'est différent. Rappelle-toi cette formule qu'il avait en recevant, je ne sais plus très bien qui d'ailleurs, récemment, et qu'il montrait le bureau ovale de la Maison-Blanche, disant là, c'est là que se prennent les grandes décisions du monde. Donc, cet homme sait que la pérennisation de son modèle passe par une affirmation récurrente de puissance. Et qu'à partir du moment où on ne lui résiste pas, c'est une façon facile de gonfler sa puissance. C'est ce que j'appelais tout à l'heure la diplomatie de la gonflette, en quelque sorte. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que le trumpisme est né d'une ambiguïté au sein de la société américaine. D'abord, un désir de restauration de la puissance, alors nous y voilà. Make America Great Again, ça vient de là, et ça ressemble à ce que Poutine dit à son peuple, Make Russia Great Again, n'est-ce pas? Mais aussi un certain découragement de la société américaine pour ses interventions extérieures dont on parlait tout à l'heure, et qui coûtent très cher en vie humaine, mais surtout en dollars. Hein. La guerre d'Afghanistan, ça a été entre 1000 et 2000 milliards de dollars. C'est absolument énorme. Donc, chez Trump, il y a l'idée que la meilleure façon de gonfler sa puissance, c'est de le faire au détriment de partenaires faibles et dont il sait très bien qu'ils ne réagiront pas. Et l'Europe s'est offerte pour servir cette stratégie. En multipliant les signes de faiblesse, elle a ouvert une porte à Trump qui crée un gigantesque courant d'air dont nous risquons d'être victimes, soit à travers le Groenland, soit à travers notre balance commerciale, soit au travers de la question ukrainienne. Aujourd'hui, et suite à cette intervention au Venezuela, le ventre mou du monde se trouve en Europe, alors qu'on ne cesse de nous dire que l'Europe doit se réarmer, qu'elle doit se défendre, qu'elle doit sacrifier ses enfants, on en a parlé ensemble, etc. Mais dans la réalité, quand il se produit un fait majeur qui bouleverse nos équilibres et qui nous met en situation de péril, nous ne savons pas réagir.
Et ça, pourquoi on ne sait pas réagir? Parce que on considère, sans oser le dire, que c'était quand même beaucoup plus confortable d'être sous le parapluie américain qu'avoir à ouvrir notre propre parapluie. Et parce que on se laisse habiter de l'idée que de toute façon on est tellement divisé qu'on ne pourra jamais se défendre tout seul. Donc on a absolument besoin des États-Unis. Et nous en sommes là. Bon, on va voir ce que les semaines qui viennent nous montreront. Merci Bertrand Badi, politiste, professeur émérite à Sciences Po, auteur de nombreux livres, dont voici le dernier, Par-delà la puissance et la guerre. Merci à vous de nous avoir regardés et rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Mondialité sur Off Investigation. Comprendre le monde, c'est aussi refuser qu'il soit raconté par les puissants. Pour que ces décryptages restent libres et accessibles à tous, soutenez Off Investigation. Rendez-vous sur off-investigation.fr pour faire un don. On compte sur vous. Chaque euro compte.